Voilà, c'est à nouveau moi, Madame Le Gall, pour cette fois donc travailler sur des exercices pour rédiger l'essai. Donc on est à la page 135. On va prendre l'exercice 1 qui concerne donc la construction de l'introduction. Donc je vais vous lire le sujet de l'essai et l'introduction rédigée, et ensuite on passera aux questions qui vous sont posées. Donc le sujet de l'essai: pensez-vous, comme l'auteur du texte, que les réseaux sociaux, loin de constituer un espace de liberté, bafouent les grands principes mis en œuvre au XVIIIe siècle par les écrivains philosophes? Vous expliquerez d'abord la thèse défendue par l'auteur avant de proposer un point de vue personnel sur la question. Introduction rédigée. Si les philosophes des Lumières vivaient au XXIe siècle, posséderaient-ils un compte sur Facebook? La question peut paraître étrange, mais elle mérite d'être posée après la lecture de l'article de Marie-Claire Vernier sur les réseaux sociaux. Pour elle, en effet, ceci nous ramènerait au temps de l'Ancien Régime, à une époque où le pouvoir avait les moyens de contrôler les publications des écrivains. On peut donc se demander avec elle si les réseaux sociaux bafouent les grands principes mis en place au XVIIIe siècle par les écrivains philosophes. Nous tenterons d'abord d'expliquer son opinion avant de prendre position sur ce sujet qui paraît sévère. Alors, on avait dit les 3 étapes de l'introduction: présentation, problématique, plan. La présentation, si je reprends l'introduction, elle commence à « si les philosophes des Lumières vivaient au XXIe siècle » et elle s'arrête à « contrôler les publications des écrivains ». Donc ça, c'est la présentation. Ensuite, la problématique. On peut donc se demander avec elle si les réseaux sociaux, et je reprends la citation qui est dans le sujet. Et enfin, la dernière phrase, nous tenterons d'abord d'expliquer son opinion avant de prendre position, c'est l'annonce du plan. Donc les 3 sont introduits. Les 3 parties de l'introduction sont présentes. On vous demande par quel procédé l'essai est-il introduit. Ici, on voit bien que si les philosophes des Lumières vivaient au XXIe siècle, posséderaient-ils un compte sur Facebook? On a donc un choc, finalement, une question qui va relier le XVIIIe et le XXIe siècle. C'est comme ça que cet essai, du moins, commence, que cette introduction d'essai commence. C'est une possibilité que vous avez aussi de mettre en relation un contexte, on l'a dit, un contexte littéraire, puisqu'il est question des écrivains philosophes, donc les écrivains du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle. Là, on voit que le candidat qui a rédigé son introduction sait ce que c'est que les écrivains philosophes, XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, la raison, l'importance des connaissances, etc. Ensuite, de combien de parties le développement sera-t-il composé? Là, on le voit aussi bien dans le sujet de l'essai qu'à la fin de l'introduction. Regardez dans le sujet de l'essai. Vous expliquerez d'abord la thèse défendue par l'auteur avant de proposer un point de vue personnel sur la question. Donc, ce qu'on attend, c'est un grand 1, vous expliquerez la thèse défendue par l'auteur, donc à savoir que les réseaux sociaux bafouent les grands principes mis en place au XVIIIe siècle par les écrivains des Lumières, enfin les écrivains philosophes, pardon. Évidemment, ceci suppose que vous connaissiez les grands principes des philosophes des Lumières. Ne me dites pas que vous ne les connaissez pas, parce qu'on a fait on travaille uniquement cette année finalement sur le siècle des Lumières. On a commencé à travailler avec Marivaux sur le XVIIIe siècle, avec Olympe de Gouges sur le XVIIIe siècle, et avec l'abbé Prévost, donc Manon Lescaut, ce sera encore du XVIIIe siècle. Donc normalement, pour votre sujet de contraction, vous devriez pas, contraction et essai, vous devriez pas avoir de mal à resituer les choses dans l'histoire, le contexte intellectuel du XVIIIe siècle. Donc, on voit clairement qu'on a 2 parties, et ces 2 parties, on les retrouve annoncées dans le plan de l'introduction rédigée, à savoir, nous tenterons d'abord d'expliquer son opinion, c'est-à-dire sa thèse.
avant de prendre position sur ce jugement qui paraît sévère. Si ce jugement paraît sévère, ça veut dire que vous allez donner une opinion peut-être moins sévère sur le fait que les réseaux sociaux ne seraient pas du tout un espace de liberté, par exemple, parce que c'est ce que dit l'auteur, hein. Les réseaux sociaux, loin de constituer un espace de liberté, bafouent les grands principes mis en place au XVIIIe siècle. Donc ce qu'on attend de vous, au final, c'est que vous montriez que, oui, peut-être dans une certaine mesure, on peut dire ça, mais selon vous, a priori, ce jugement paraît sévère. C'est-à-dire que c'est un peu, sans doute exagéré, un peu caricatural. Donc pour la première question, donc je rappelle le premier P, présentation. Hop, j'aurais dû commencer à l'écrire tout de suite, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis enquillée directement sur la deuxième question. Donc, présentation depuis Si les philosophes. Jusqu'à publication des écrivains. Ensuite, la problématique. Alors, vous voyez qu'ici, la problématique, elle est sous forme de question, mais sous forme de question indirecte. Souvenez-vous hein, que dans l'annonce de la problématique, soit on utilise une question directe et on met un point d'interrogation à la fin, soit on introduit la question par « nous nous demanderons si »,« nous verrons comment », nanana. Là, dans ce cas-là, il ne faut pas faire d'inversion sujet-verbe et il ne faut pas mettre de point d'interrogation. Donc, vous ne faites pas un mélange des deux. Ici, la problématique, le candidat a choisi de l'introduire par un verbe, par une proposition principale, donc suivie d'une subordonnée. On peut donc se demander et le plan, qui est la dernière phrase, donc on l'a dit, hein, nous tenterons alors peut-être oui, une petite précision aussi. Ici, vous voyez qu'on a l'emploi d'un nous, mais vous pouvez très bien utiliser la première personne du singulier hein, pour faire votre essai. Hein, c'est d'autant plus qu'on vous demande une opinion personnelle, donc le « je » va forcément intervenir à un moment ou à un autre. Donc, petit 2, on a dit 2 parties, développement en 2 parties. La première partie, et ce sera généralement ça hein, d'ailleurs pour à peu près tous les sujets d'essai. Le grand 1, ça sera la thèse de l'auteur que vous allez expliquer. Pas seulement, évidemment, à travers le texte de la contraction, mais aussi à travers vos connaissances sur l'œuvre intégrale qui est au programme. Donc, je le répète encore une fois, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et ensuite, le grand 2, ça sera votre opinion, mon opinion sur la question. Dans le petit 3, on vous demande dans quelle partie le candidat appuie-t-il sa réflexion sur le texte support de la contraction. En fait, je viens de le répondre, hein. Je viens d'y répondre. On appuie la réflexion sur le grand 1. Donc le grand 1, c'est
référence au texte support, référence au texte de la contraction, puisqu'il faut expliciter ce que pense l'auteur, donc on n'a pas trop le choix, hein. Donc référence au texte de contraction. Et ensuite, on vous demande à quel type de connaissances fera-t-il aussi appel dans son essai. Eh bien, autre type de connaissances, connaissances sur l'œuvre intégrale, sur le texte complémentaire, et vos connaissances personnelles, notamment, je le redis encore une fois, je ne saurais trop vous le dire, tout ce qui relève de l'actualité vraiment très contemporaine. Donc allez regarder des journaux télé, même si c'est pas le journal de 20 heures sur la 2 ou sur la 3 ou sur la 1, enfin peu importe, mais allez, renseignez-vous, allez regarder, peut-être même simplement aller regarder des podcasts sur différents sites de journaux sérieux, entre guillemets. Ne vous cantonnez pas à votre usage de TikTok ou Insta. Essayez d'utiliser aussi Internet intelligemment pour pouvoir vous saisir de cet outil qui est un outil formidable pour acquérir des connaissances et puis avoir une vision du monde qui soit la plus, la plus large possible, la plus... comment, celle qui sera la moins caricaturale, celle qui sera la plus fine, la plus subtile. C'est ça qui va vous permettre à vous d'avoir une réflexion aussi qui va pouvoir être plus générale, qui va englober différents points de vue. Et donc, ça va éviter tout ce qui est le côté sectaire, le côté je défends uniquement ce que je crois et je n'entends pas les arguments des autres. C'est super important dans la vie, hein. C'est ce qu'on appelle les concessions aussi, et c'est quelque chose d'important. Donc, mes connaissances sur sur l'œuvre intégrale, sur le texte complémentaire, et puis mes connaissances personnelles. Et là, pour le coup, comme je vous le disais, si on travaille sur cette question de savoir que les réseaux sociaux peuvent constituer un espace de liberté, eh bien, on peut le dire parce que effectivement, sur ces réseaux sociaux, chacun peut exprimer son opinion, que ça engage des débats, et puis on peut voir aussi que les réseaux sociaux permettent de parfois de dénoncer des choses euh, que les philosophes des Lumières eux-mêmes auraient dénoncées. Par exemple, je pense au mouvement MeToo, vous savez, balance ton porc. C'est un phénomène qui a pris son existence dans les réseaux sociaux, qui est devenu après phénoménal, qui a été traité partout dans le monde et qui a pour but de défendre le droit des femmes par rapport à une masculinité imposée dans sa dimension sexuelle, par exemple. Donc vous voyez, ça pourrait être un exemple tout à fait contemporain de réseaux sociaux qui ont permis justement de libérer la parole des femmes. Voilà. Euh, donc voilà, on a fait l'exercice 1. On va passer à l'exercice 2, dégager la problématique du sujet. Alors, hop, je vais changer de couleur, tiens, ça fera plus joli. Hop, exercice 2. On est toujours à la page 135. Hop. Donc, il faut d'abord, dans la première consigne, lire le sujet et dégager sa problématique. Ensuite, combien de parties pour le développement et essayer de rédiger l'introduction de l'essai en vous aidant de l'une des 3 mises en contexte proposées. Le sujet. Au théâtre, on n'a pas honte. Au cinéma, si.
même si ça peut être délicieux, déclare Fabrice Lucchini au sujet de son métier. Alors Fabrice Lucchini, effectivement, son métier, c'est d'être à la fois homme de théâtre et acteur pour des films. Pensez-vous que le cinéma soit un genre inférieur à celui du théâtre pour défendre des idées? Après avoir présenté les caractéristiques de ces deux grands genres, vous présenterez une réponse argumentée à cette question sous la forme d'un essai. Donc j'ai lu le sujet. Le sujet part donc d'une citation de quelqu'un qui pense que au théâtre, on n'a pas honte, au cinéma, si. Donc au cinéma, on peut avoir honte, même si ça peut être délicieux. Et la question qui vous est posée est, et donc ça va être la problématique, pensez-vous que le cinéma soit un genre inférieur à celui du théâtre pour défendre des idées? Ça va être ça, votre problématique, ça va être celle-ci. Est-ce qu'on peut dire que le cinéma défend moins souvent d'idées que le théâtre? Est-ce que le théâtre est un genre supérieur? Est-ce qu'au théâtre, on peut mieux défendre ses idées qu'au cinéma? En gros, ça serait ça, un peu l'idée. Ça serait l'idée que finalement, le cinéma, c'est entre guillemets que du divertissement, alors que dans le théâtre, il y a une dimension hum, une dimension argumentative, une volonté d'enseigner quelque chose aux hommes. Donc, ça me fait penser à plein de choses en même temps, c'est pour ça que des fois je bug un petit peu. Donc, pour la première question de cet exercice 2, donc la problématique, c'est la question pensez-vous, nanana, nanana. Jusqu'au point d'interrogation. Et si on essaye de reformuler cette problématique, ça serait l'idée que au théâtre, il y a plus de prise de position qu'au cinéma. Et finalement, l'idée, ce serait que le théâtre serait, selon le sujet qui vous est proposé, le théâtre serait plus sérieux que le cinéma. Donc c'est ça la question. Est-ce que le théâtre est plus sérieux que le cinéma? Est-ce qu'on peut dire qu'au théâtre, on est plus engagé? Je le mets plus d'engagement. Alors ça, c'est une question qui est en réalité une question très ancienne. La question de la hiérarchie des genres. Par exemple, au XVIIe siècle, on considérait que la tragédie, c'était le genre le plus noble, le genre le plus sérieux par rapport à la comédie où il s'agissait que de se détendre. Donc là aussi, c'est tout ça, y a tout ça derrière. Est-ce que le cinéma, c'est juste pour se divertir? Est-ce qu'on peut pas apprendre des choses au cinéma? Est-ce qu'on peut dire que le cinéma est inférieur au théâtre parce que voilà, ce n'est que du divertissement et non pas quelque chose qui pourrait nous inciter à réfléchir. Donc je mets ciné égale que du divertissement, point d'interrogation. Voilà. Donc je pense que là, enfin j'espère que vous avez compris comment, à partir de la citation et à partir de la question qui m'est posée, je vais développer toute mon argumentation au final. Oh là, que du divertissement, excusez-moi, j'ai
comme j'écris en même temps que je parle, ce qu'il ne faut évidemment pas faire, n'est-ce pas? Je ne suis pas concentrée, que du divertissement. Donc là, vous voyez comment je suis partie de la question initiale et comment je l'ai en fait, j'ai essayé de l'expliquer en essayant de la développer cette problématique, en essayant de me poser toutes les questions finalement qui me viennent en tête quand je vois cette question. Pensez-vous que le cinéma soit un genre inférieur à celui du théâtre pour défendre des idées? Eh bien, j'explique avec mes propres mots, j'essaie de trouver tout ce, enfin voilà, ce qui peut être en relation. Comment je pourrais le dire autrement? Est-ce que au théâtre, il y a plus d'engagement qu'au cinéma? Est-ce que le théâtre est un genre plus sérieux? Est-ce que le cinéma, c'est que du divertissement? Est-ce que ça peut pas être un genre sérieux? Est-ce que dans le théâtre, est-ce que le cinéma ne permet pas aussi de défendre ses idées? En fait, c'est tout ça qu'on appelle la problématisation du sujet. Et c'est une étape très importante de l'introduction. Enfin, c'est même une étape cruciale parce que c'est ce qui va déterminer tout l'intérêt du développement que vous allez faire ensuite. Ensuite, dans la question 3, on vous dit de rédiger l'intro. Alors moi, je ne vais pas la rédiger intégralement parce que ça serait beaucoup trop long pour moi à écrire, mais en vous aidant de l'une des 3 mises en contexte proposées. Alors, première mise en contexte possible. De nombreux réalisateurs de cinéma adaptent pour le 7e art, c'est-à-dire pour le cinéma, des pièces de théâtre classiques ou modernes. Ouais, pourquoi pas. Les acteurs pour la scène ou pour le grand écran sont souvent les mêmes. Beaucoup s'accordent cependant à dire que le plaisir qu'ils en tirent est très différent. Si Molière avait vécu au XXe siècle, peut-être serait-il aujourd'hui sous contrat avec un grand studio américain ou même réalisateur de séries pour Netflix. Donc vous voyez que ces 3 mises en contexte sont possibles. Personnellement, je pense que celle qui cible plus le sujet, ça serait la deuxième. Parce que, effectivement, vu qu'on a, mais ça, évidemment, si vous ne connaissez pas Fabrice Lucchini, c'est un petit peu compliqué, mais Fabrice Lucchini, je vous l'ai dit, il est à la fois acteur sur les planches du théâtre et acteur au cinéma. Donc pour moi, la deuxième proposition serait pour moi la plus facile enfin la plus judicieuse à utiliser pour répondre à la présentation finalement de l'introduction. Si je devais poursuivre, voilà comment je poursuivrais. Là, je l'écris pas, hein, parce que sinon, ça serait vraiment trop compliqué. Donc, les acteurs pour la scène ou pour le grand écran sont souvent les mêmes. Beaucoup s'accordent cependant à dire que le plaisir qu'ils en tirent est très différent. Ainsi, Fabrice Lucchini déclare au sujet de son métier: au théâtre, on n'a pas honte, au cinéma, si, même si ça peut être délicieux. Le cinéma et le théâtre sont 2 genres différents, mais qui ont des points communs, qui se rejoignent. Peut-on dire que l'un des genres est supérieur à un autre pour exprimer des opinions, pour défendre des idées? C'est donc ce que c'est ce que nous allons, nous demanderons si le cinéma est un genre inférieur à celui du théâtre pour défendre des idées. Dans un premier temps, nous présenterons les caractéristiques de ces 2 grands genres, puis nous apporterons une réponse à cette question, une réponse nous apporterons une réponse personnelle à cette question. Voilà. Et là, vous voyez bien que j'ai ma présentation, donc j'ai mon amorce avec le rappel du sujet, avec la problématique et avec le plan qui m'est imposé en fait par la mention du sujet, présenter les caractéristiques des 2 grands genres et présenter une réponse argumentée à cette question. Personnellement, je ne pense pas que le théâtre soit un genre supérieur à celui du cinéma pour défendre ses idées. Alors certes, pour les élites, entre guillemets, le cinéma c'est quelque chose de populaire, mais et le théâtre, ce serait vraiment le lieu d'expression privilégié pour des choses sérieuses.
Personnellement, je ne le crois pas. Je pense que le cinéma a beaucoup à apporter. Et par exemple, là, je pense à un film, ça y est, je me souviens plus du nom, un film très, là, qui va sortir ou qui vient de sortir avec Omar Sy sur je crois que c'est les tirailleurs que ça s'appelle, le titre du film. Et ça dénonce la manière dont la France a exploité les hommes noirs venus de ces colonies euh, pour en faire de la chair à canon en quelque sorte, hein. Donc c'est pour moi un cinéma qui défend un certain nombre de prises de position qui sont intéressantes. Il y en a plein des, des films comme ça qui défendent, qui sont des prises de position, qui sont des critiques souvent de certains aspects de la société. On peut penser à des séries sur Netflix aussi. Regardez La Servante écarlate par exemple, que vous avez peut-être lu dans le cadre de la séquence sur Olympe de Gouges. C'est pareil, c'est une critique de la place de la femme dans une société utopique. Euh, enfin une contre-utopie en l'occurrence, hein. Voilà, pour moi, le théâtre et le cinéma, il ne faut pas essayer de trouver une hiérarchie entre les deux parce qu'il n'y en a pas. En fait, il ne faut pas dire que l'un est supérieur à l'autre. Les deux sont différents et les deux peuvent tout aussi bien défendre des idées que, enfin voilà, l'un comme l'autre. On pense évidemment pour le théâtre, si on pense au XVIIe siècle, par exemple, on se souvient que Molière était quelqu'un qui avait pour but, notamment, de dénoncer les défauts de la société dans laquelle il vivait. Ben, au cinéma, on retrouve aussi ce genre de choses, hein. Voilà, donc ça c'était pour l'exercice 2. Je passe à la page suivante, si l'ordinateur veut bien. Je crois que mon ordinateur, il est comme le vôtre, il est fatigué, ennuyé, il en a ras-le-bol. Voilà, hop, ça y est, j'y suis. Donc ensuite, vous avez le troisième exercice porte sur le développement d'un paragraphe. Donc, on va le lire ensemble. Là aussi, hein, je vais pas tout écrire parce que je ne peux pas tout écrire, mais je vous donne quand même des éléments de réponse. Hop. Hop, ensuite, excusez-moi, hein, je finis par noter. Hop, plan avec... Excusez-moi, hein, je reviens tout de suite. Donc, un... Et je vais changer de couleur pour cet exercice 3. Hop. Donc, de combien de parties se composera le développement de l'essai? À quelle partie appartient selon vous le paragraphe de réponse proposé? Repérez l'idée directrice, les explications, les exemples, et sur le modèle du paragraphe proposé, rédigez un paragraphe sur le XVIIIe siècle. Donc, moi, le troisième, je le ferai peut-être à l'oral, ou vous pouvez aussi très bien vous le faire et me l'envoyer. Alors, voici le sujet de l'essai. Le problème des artistes contemporains est qu'ils ne produisent plus d'œuvres capables d'enseigner une morale, s'exclame le critique littéraire pour conclure son article. Vous discuterez son affirmation après avoir rappelé comment la littérature d'idées propose traditionnellement une leçon à ses lecteurs. Exemple de paragraphe rédigé.
Le XVIIe siècle apparaît comme le siècle des moralistes. Dans leurs œuvres, chaque auteur tente à sa manière d'éduquer le lecteur. C'est ainsi que La Fontaine, à travers ses fables, accompagne son récit, toujours amusant, d'une moralité. Évoquer le loup et l'agneau, c'est montrer au lecteur que la raison du plus fort est toujours la meilleure. De la même manière, Pascal fait de l'homme un roseau pensant qui doit s'interroger sur sa présence sur Terre. Même les pièces de Molière ne recherchent le rire que pour mieux faire réfléchir sur les défauts des êtres humains. Tous veulent ainsi faire de leurs œuvres un moyen de réfléchir sur ce que doit être un honnête homme. Donc, si je reprends la première question, de combien de parties se composera le développement de l'essai? Regardez, vous discuterez son affirmation après avoir rappelé comment la littérature d'idées propose traditionnellement une leçon à ses lecteurs. Donc, obligatoirement, j'attends 2 parties. Une première partie où on va rappeler comment la littérature d'idées propose une leçon à ses lecteurs. Donc, traditionnellement, la littérature d'idées propose une leçon. Autrement dit, elle distille un enseignement. Elle véhicule un enseignement, une morale. Et dans un deuxième temps, ce qu'on me demande, c'est de discuter cette affirmation. Est-ce qu'aujourd'hui, les artistes contemporains ne produisent plus d'œuvres capables d'enseigner une morale? Donc ça sera peut-être oui, vous serez peut-être d'accord avec le critique littéraire ou pas d'accord. Donc ça sera votre deuxième partie, ça sera d'accord ou pas d'accord. Ou alors peut-être même vous pourrez faire une troisième partie en disant d'un certain point de vue il a raison, mais d'un autre le critique n'a pas forcément totalement raison. Donc là l'idée, le grand 2, ça sera donc d'accord ou pas d'accord avec le critique, avec la citation du critique. Et soit vous avez une idée bien tranchée sur la question, soit vous pensez effectivement que la littérature contemporaine ne véhicule plus du tout de morale, d'enseignement, soit vous pensez au contraire que la littérature contemporaine continue à enseigner, et dans ce cas-là, vous faites donc un non, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez être, comme je le dis, d'accord et pas d'accord. Dans ce cas-là, vous ferez un grand 2 et un grand 3. Personnellement, je vous dis tout de suite, je ne suis pas forcément d'accord, parce que la littérature contemporaine, elle aussi véhicule une leçon de morale, même si elle n'est pas toujours explicite. On a des leçons de morale complètement implicites. Par exemple, dans Une chanson douce de Leila Slimani, on a une réflexion sur le deuil de l'enfant, qui est une leçon de morale aussi, dans le sens où malheureusement il peut arriver que on confie nos enfants à des personnes qui ne sont pas dignes de confiance, même si dans un premier temps elles l'apparaissent. C'est un petit peu finalement comme les leçons de morale de La Fontaine, hein. Ensuite, donc la deuxième question, non pardon. À quelle partie appartient selon vous le paragraphe de réponse proposée? Il est évident que vu que le paragraphe
Le XVIIe siècle apparaît comme le siècle des moralistes. Ça renvoie à la première question, au grand 1, comment la littérature d'idées propose traditionnellement une leçon à son lecteur. Donc là, le paragraphe correspond au grand 1. La deuxième question, repérer l'idée directrice, les explications, les exemples. Donc l'idée directrice, elle apparaît, presque directement, hein. Au XVIIe siècle, les auteurs tentent d'éduquer le lecteur. Hein, c'est ça, le siècle des moralistes. Hein. Donc XVIIe égale siècle des moralistes. Donc, c'est un début de paragraphe qui est intéressant, un début de partie qui est intéressant, dans la mesure où le candidat va faire référence directement à la citation en reprenant le capable d'enseigner une morale. Le XVIIe siècle est effectivement le siècle dit des moralistes. Donc ça, c'est l'idée directrice avec l'explication. Donc dans leurs œuvres, chaque auteur donc puis explication. Pourquoi c'est appelé le siècle des moralistes? Eh bien parce que les auteurs essayent de transmettre une morale, essayent d'enseigner quelque chose à leurs lecteurs. Ensuite, on vous demande donc les exemples apportés. Alors, je pense que c'est très clair. Vous avez les premiers exemples, vous avez La Fontaine avec plus particulièrement une fable en particulier, parce que si vous dites juste La Fontaine dans ses fables, ça va manquer de précision. Donc, essayez de citer des fables plus précises. Ici, vous avez la fable Le loup et l'agneau qui est citée. Même si vous ne vous souvenez plus exactement de la morale telle qu'elle apparaît, la raison du plus fort est toujours la meilleure, vous pouvez expliquer quand même de quoi ça parle et quelle est l'idée. Même si vous ne vous souvenez plus exactement de la formulation, donc de la citation, essayez d'expliquer l'idée. Ensuite, vous avez un deuxième exemple, Pascal, qui est un auteur aussi du XVIIe siècle, alors qui est plus philosophe philosophe moraliste que véritablement auteur. Il a écrit, à ma connaissance, il n'a écrit qu'un seul roman. Donc Pascal, lui aussi, fait de l'homme un roseau pensant, donc c'est dans son essai qui s'appelle Les Pensées de Pascal. Alors là, vous voyez par exemple que le candidat ne se souvenait pas forcément du titre du recueil, mais qu'il avait retenu cette petite expression de roseau pensant. Et puis, vous avez le troisième exemple, Molière, qui cherche à faire réfléchir sur les défauts humains. Là, vous pourriez peut-être mettre un titre un peu plus précis, par exemple. Moi, j'aurais pensé à l'avare pour dénoncer l'avarice de cette époque. J'aurais peut-être travaillé aussi sur, par exemple, sur le malade imaginaire pour faire la critique de la médecine de l'époque. À quoi peut-on penser encore? Tartuffe, qui est la critique des faux dévots. Enfin, il y a plein de choses. Et je pense que Molière, je pense qu'il est vraiment incontournable pour des tas de sujets. Ensuite, dans la question 3, qui vous est proposée, donc un paragraphe sur le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, on va rappeler que c'est le siècle des Lumières, donc où le but, c'est justement d'éclairer les esprits, d'enseigner
de faire en sorte que disparaisse l'ignorance. Et donc, on peut effectivement, là encore, rédiger un paragraphe entier autour du XVIIIe siècle, donc les Lumières, et puis les Lumières, donc Lumière de la raison, contre l'ignorance, la raison, la liberté, l'égalité, etc. Donc tous ces grands principes. Et à ce moment-là, n'oubliez pas qu'il faut que vous puissiez être capable de faire des références à l'œuvre intégrale, donc Olympe de Gouges. Bon, c'est assez facile, hein, où là, on peut voir qu'elle donne elle donne une leçon de morale aux hommes, hein, par exemple, hein, très clairement. Lorsqu'elle les critique, elle leur donne une leçon de morale. Homme, apprends à être un peu raisonnable et à considérer la femme comme ton égale. Si on prend Marivaux, qui est aussi un auteur du XVIIIe siècle, on voit bien que dans l'île des esclaves, il y a une critique des inégalités sociales. Donc, et qu'à la fin, si on peut par exemple reprendre la tirade de Cléantis à la fin, où elle fait une leçon de morale aux nobles spectateurs qui sont dans la salle, pour qu'ils apprennent à ne pas martyriser leurs esclaves, leurs domestiques, et à les considérer comme des hommes d'égal à égal. Donc là, hein, vous voyez, vous pourriez reprendre justement l'exemple de Olympe de Gouges, l'exemple de Marivaux. Vous pourriez aussi prendre l'exemple, et ça on en reparlera quand on fera Manon Lescaut. Dans l'introduction de Manon Lescaut, l'abbé Prévost, donc l'auteur, insiste sur le fait que cette œuvre, c'est pas juste une œuvre divertissante, c'est surtout une œuvre qui donne une leçon de morale. Puisque, bah, on verra pourquoi, mais voilà, c'est un livre à dimension moraliste. Donc voilà, vous avez pas mal d'exemples. Vous pouvez aussi utiliser le texte complémentaire de Montesquieu que nous allons travailler en classe pour montrer qu'il y a une leçon, là aussi, qui dénonce, notamment dans le texte qu'on va faire, Roxane, l'héroïne dont on a entendu parler, mais qui est absente en fait de toutes les lettres. Dans les lettres persanes, la dernière lettre, c'est une lettre de Roxane qui explique comment elle a déjoué tous les plans de son maître, hein, le sultan, pour obtenir une part de liberté. Voilà. Donc là aussi, hein, vous pourriez, pour le XVIIIe siècle, avoir pas mal d'exemples. Voilà, donc pour l'exercice 3. Pour l'exercice 4, je vais aussi le faire rapidement avec vous, puisque c'est assez rapide, cet exercice 4. Là, on vous demande de construire une conclusion. Moi, je ne vais pas la construire entièrement avec vous, mais vous donner des pistes. Vous avez donc un exemple de conclusion où on vous demande de repérer les 2 étapes et de retrouver de combien de parties le développement de l'essai a été composé. Normalement, vu que vous avez fait un bilan dans votre conclusion, vous avez rappelé vos parties. Donc là, voyons ça. Dans son ensemble, le XVIIIe siècle a défendu l'usage de la raison et de l'esprit critique. Les écrivains philosophes ont fait confiance à la science pour faire triompher leurs idées. Le développement de la presse au siècle suivant a permis à chacun d'avoir accès à l'information et à la vérité. Notre époque semble bouleversée par l'apparition d'Internet, qui brouille tous les repères. Cette information est-elle vraie ou est-elle une fake news ? Chacun doit désormais se poser la question lorsqu'il fréquente les réseaux sociaux ou les sites qui se disent spécialisés. On peut craindre qu'à l'avenir, ces médias nouveaux ne nous permettent plus de faire la part du vrai et du faux. On voit déjà autour de nous. Donc, si je repère les 2 étapes de la conclusion, je fais mon bilan. Dans son ensemble, le XVIIIe siècle a défendu l'usage de la raison et de l'esprit critique. Grand 1, les écrivains philosophes ont fait confiance à la science pour faire triompher leurs idées. Grand 2, le développement de la presse au siècle suivant a permis à chacun d'avoir accès à l'information et à la vérité. Grand 3, notre époque semble bouleversée par l'apparition d'Internet qui brouille tous les repères. Donc là, on voit bien que dans ce bilan, on retrouve les 3 grandes parties
qui forment le développement. Et la fin, on peut craindre qu'à l'avenir, ces médias nouveaux ne nous permettent plus de faire la part du vrai et du faux. On a notre ouverture à l'avenir. Vous voyez, on a une situation passée, une situation présente et on envisage un avenir. Donc les deux étapes de la conclusion, vous avez le bilan qui commence donc au début et se poursuit jusqu'à spécialiser. Et l'ouverture qui correspond à la phrase qui commence par « On peut craindre qu'à l'avenir ». On envisage quelque chose qui pourrait arriver. Donc le développement, il avait, on l'a dit, 3 parties. Un grand 1 sur le XVIIIe siècle, siècle de raison, d'esprit critique, les écrivains philosophes. Un grand 2 sur la presse. En particulier, bon, la presse, elle voit son essor au XIXe siècle. Bon, ça, normalement, vous avez dû le voir quand vous étiez en seconde, puisqu'on travaille sur la littérature d'idées et la presse du XIXe au XXIe siècle. Normalement, vous devez être un petit peu, voilà, un petit peu au courant de ça. Et puis, en grand 3, la troisième idée, donc, qui renvoie à Internet. Donc on envisage finalement, vous voyez, quand on parlait des différents types de plans pour pour construire l'argumentation, pour construire le développement, on a là ici un plan chronologique. Très clairement, on part du XVIIIe siècle pour arriver à de nos jours. D'accord ? Sur la page suivante, vous avez un exercice d'essai. Où pareil, hein, vous avez un sujet, vous avez un texte, des extraits du texte support qui vous sont proposés et on vous demande d'analyser le sujet, de dégager la problématique, ça on a vu comment on fait, les pistes de réflexion apportées par le texte support, l'objet d'étude. Et ensuite, vous pouvez présenter votre réflexion sous forme de tableau. Vous construisez un plan détaillé, donc un grand 1 avec un titre, un petit 2 avec un titre. Et ensuite, vous allez le rédiger. Je vous rappelle surtout que lorsque vous rédigez, les titres ne doivent pas apparaître. Tout doit être rédigé, de A, la première chose de l'introduction, à la dernière chose de la conclusion. Aucun titre, toujours que des phrases. Voilà, donc ça, je vous invite à le faire si vous le souhaitez. Et puis, vous avez ensuite, à la page 138-139, un entraînement à l'essai, exercice guidé, là où vous avez donc, pareil, hein, l'étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, tout ça qui vous sont bien résumés pour vous rappeler la méthode et puis vraiment vous aider pas à pas. Je pense que ces exercices d'entraînement sont vraiment, peuvent vraiment vous être très utiles. Donc je vous invite à les faire. Si vous ne voulez pas les faire, vous vous contenterez de faire celui que je vous ferai faire en classe. Mais si vous ne vous êtes pas entraîné avant, ça risque d'être assez difficile. Par ailleurs, je vous invite à lire à la page 128-129 l'exemple d'essai rédigé qui vous est proposé. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler quand c'est en entier avec l'intro, le développement et la conclusion. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bon courage, bonne fin de week-end et à très bientôt. Au revoir.